Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est ainsi donc lancé le rendez-vous de ce jeudi quant à ce qui concerne votre émission Grand Jury, cadre donc qui permet aux leaders d'opinion au sein donc de la famille des journalistes de se prononcer sur les sujets d'actualité, les commentaires, analyses et points de vue autour de ces sujets afin de permettre donc aux auditeurs, téléspectateurs et internautes d'être au parfum des sujets d'actualité de leur pays, le Togo, ou de notre cher pays, le Togo. À ce rendez-vous ce matin, nous allons revenir sur le congrès de la CDPA qui va s'ouvrir demain dans la capitale togolaise. Après 25 années de lutte démocratique, la CDPA qui veut repenser la lutte pour relever mieux les défis. La question est alors de savoir si la CDPA seule peut repenser la lutte pour relever quels défis. Nous allons donc en débattre avec nos invités. Et puis nous allons également revenir sur cette affaire qui fait la une des journaux depuis quelques jours maintenant. Il s'agit bien sûr de l'inscription dite frauduleuse de Togolais sur la liste électorale au Ghana. À qui profite le crime? C'est la question que l'on se pose. On parle d'environ 76 286 électeurs fictifs détectés sur 10% du fichier électoral ghanéen. Voilà donc les deux sujets autour desquels nous allons concentrer nos échanges ce matin autour de ce plateau avec nos invités. Mais avant de retrouver ces invités, je vous propose de visiter la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, commençant donc par le journal Économie et Développement de Joseph Gada, que nous saluons au passage, qui titre donc le port autonome de Lomé, PAL, lance sa révolution. Les portes ouvertes, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis zoom sur le Togo émergent, lutte contre la pauvreté au Togo. Le développement passe par la microfinance et la finance inclusive. Le journal écrit environ 150 milliards de crédits octroyés au 31 mars 2015 au Togo. Invité du journal, quelle politique sociale pour un quinquennat à mesure 1? Quelle politique sociale pour un quinquennal à mesure sociale, s'interroge le journal, et qui reprend une citation de Stéphane K. Akaya qui dit, je cite tel que l'a écrit le journal, pour le moment, notre croissance qui ne crée pas forcément de l'emploi se forme à travers certains secteurs. Et puis, autre titre à lire, à la une toujours du journal Économie et Développement, rubrique Économie, le rapport ITIE Togo 2013, entre guillemets, les revenus du secteur extractif passent de 15,75 milliards en 2012 à 22,27 milliards en 2013. Et puis développement, 89% des Togolais insatisfaits du service public de la santé au Togo. Actu, docteur Akimoumi à Dessina propose un fonds et puis le reste est illisible. Nous revenons donc à la une du journal Togo Matin qui titre Religion, le pape François demande aux prêtres de pardonner l'avortement. Culture, Sandra Abissi, entre guillemets plutôt, autant pour moi, Lomé se positionne et s'inscrivent davantage dans une dynamique artistique reconnue. Éditorial, vérité des prix de carburant. Télécommunication à la grande une du journal avec la photo du directeur général de la société Café Informatique. Voilà, j'y suis arrivé. Télécommunication, pourquoi Café Informatique a-t-elle fermé, s'interroge Togo Matin. Politique énergétique, de bonnes leçons tirées des délestages, s'interroge Togo Matin. Et puis le troisième journal dans lequel il nous est parvenu ce matin, c'est bien sûr celui de Flambeau des démocrates de notre cher confrère et ami Loïc Lawson, que nous saluons également au passage, qui est également attendu à ce plateau, qui titre donc à ça une immigration clandestine, un frein au développement, point d'exclamation. Débrayage au port autonome de Lomé, l'OTR et Cébus Togo dans le viseur des transitaires non agréés. Renforcement des infrastructures portuaires, contre-amiral Fogan Adénion qui dit, je cite tel que repris par le journal, entre guillemets, c'est une volonté affichée de rendre le port autonome de Lomé moderne. Média, organisation des 44e assises de l'UPF à Lomé, fini les polémiques, point d'exclamation. Politique, accablante révélation sur le gonflement des listes électorales du Ghana par les Togolais. L'ONG ARB envisage une croisade contre le mal. Et puis culture, Miss Togo 2015, Paris gagné pour Baka et Gaël Yaïra
Adjo écrit Flambeau des démocrates. Donc ce matin, dans les kiosques, vous trouverez Flambeau des démocrates, Togo matin, et puis économie et développement aux côtés d'autres journaux qui ne sont pas parvenus, mais qui sont également dans les kiosques au prix de 250 francs CFA. Merci donc, c'était la une des journaux. Rapidement autour de ce plateau avec moi pour le moment, Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Rodrigue, bonjour auditeurs et téléspectateurs de la radio KNTB et de la télévision E47. Voilà, donc je profite de l'occasion pour dire à ceux qui nous suivent que cette émission peut être est diffusée, j'allais dire, donc sur les ondes de radio KNTB à Lomé et puis à suivre sur les écrans de la télévision Espoir 47 dans la ville de Thiévier, la préfecture de Zior, donc également sur le web, 3 liens désormais, le www.togovision.com, le www.ebenradio.com et puis le www.laverte.org, ce qui nous amène à saluer donc au passage toutes nos liaisons, donc nos personnes ressources au niveau de ces médias partenaires, notamment Ildefonse Akpaki, Germain Pouli et puis Eli Meltsa et toute leur famille. Nous disons également bonjour à Sir Adomayakor qui aime bien cette citation qui porte ses griffes. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune, mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Allez-y comprendre quelque chose. Nous disons également bonjour à tous les détenus dans les prisons du Togo, notamment les noms qui reviennent régulièrement dans ces affaires qui sont relatives donc aux personnes en conflit avec la loi, notamment la famille Bodjona, avec le ministre Pascal Akousoubelou Bodjona et sa famille, surtout sa femme Zaina que nous saluons au passage, sans oublier Pacha Nyasimbe et toute sa famille, ses co-détenus, leur famille et toutes les personnes détenues dans le cadre des affaires des incendies des marchés de Lomé et Kara. Merci donc pour votre fidélité d'écoute et de suivi de cette émission Grand Jury. Ce matin, je rappelle, nous allons aborder le congrès de la CDPA, 25 années de lutte après. Le parti de Brigitte Kafi Adjamabou Johnson propose de repenser la lutte pour relever mieux les défis. Alors, la CDPA peut-elle seule repenser la lutte politique au Togo et pour relever quels défis? C'est la grande question que l'on se pose. Et l'autre sujet, on revient donc sur cette histoire d'inscription frauduleuse de Togolais sur la liste électorale au Ghana. On parle d'environ 76 286 électeurs fictifs détectés sur analyse de 10% seulement du fichier électoral ghanéen. À qui profite donc le crime? Abbas Issaka, rapidement, le congrès de la CDPA va s'ouvrir donc demain. Et pour finir également, ça va durer 48 heures, c'est-à-dire les 4 et 5 septembre. Donc ça s'ouvre demain, ça finit samedi forcément. Et pour ce congrès, la CDPA propose de repenser la lutte pour relever mieux les défis. D'abord, quel regard portez-vous sur le parcours de la CDPA? Oui, la CDPA a connu un parcours un peu alambiqueux. Quand vous prenez la CDPA n'est pas née avec l'achat des partis politiques. La CDPA était un parti clandestin qui a enclenché le mouvement depuis les années 89-90 avec les tracts qu'on lançait dans les villas, dans les cités, villas universitaires pour dénoncer comment le régime Yadema dirigeait le pays. Et par après, après l'achat des partis politiques, la CDPA a été confirmée. Et nous avons suivi le cursus de la CDPA avec les autres partis dans des conglomérats, dans des associations ou dans des regroupements de partis politiques pour lutter pour amener une alternance au Togo. Et le secrétaire général de la CDPA lui-même, Léopold Inevi, a failli être Premier ministre de la transition. Lors de la conférence nationale souveraine, il était en lice avec Maître Joseph Kofigo. Et finalement, c'est Joseph Kofigo qui a été élu Premier ministre de la transition, puisqu'au départ, les gens croyaient qu'avec la rigueur du professeur Vincent Léopold Inevi, ça pouvait aller et que, du coup, ce que les Togolais attendaient pour changer de fond en comble le régime a amené à installer effectivement la démocratie au Togo allait arriver. Mais on a préféré à Maître Joseph Kofigo. On a vu comment les choses sont passées. Et par après,
la CDPA s'est engagée résolument dans la lutte avec les autres partis dans le code 1, code 2, pour arriver jusqu'à un certain moment où elle a été aux élections. Le professeur Inevi était allé, il n'était pas allé aux élections, je crois. Oui, il s'était présenté à une élection, ça n'a pas marché. Et après la signature de l'accord politique global où il fait partie de ceux-là qu'on appelle partis traditionnels, composés du CAR, CDPA, UFC, PDR. Donc c'était les 5 partis qu'on disait des partis traditionnels qui ont négocié depuis les engagements pris par le gouvernement togolais devant l'Union européenne. Ils ont signé l'ACL, l'accord politique de Lomé, et à la signature de l'accord, ils ont continué, après, à l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, le dialogue, parce que les engagements pris n'étaient pas totalement effacés, parce qu'il fallait avoir un accord complet qui mettait en place la démocratie et le pluralisme au Togo. Donc ça n'était pas fini. Et les discussions ont continué après, à l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, pour aboutir à la signature de l'APG. Et ce sont ces partis traditionnels-là qui ont signé l'APG avec le RPT et qui a permis la formation du gouvernement d'union nationale où la CDPA avait participé à ce gouvernement avec son secrétaire général Léopold Inevi. Et c'est là que la déchéance a commencé, parce que pour les Togolais ne comprennent pas que l'opposition puisse aller travailler avec le pouvoir qu'on combat. Donc c'était là qu'a commencé le déclin de la CDPA, où on disait qu'ils étaient allés à la mangeoire. Par après, le professeur Inevi s'était effacé de la politique et a remis le flambeau à Madame Isabelle, Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson, qui est depuis là secrétaire par intérim. Secrétaire général par intérim. Elle n'a pas été confirmée par un congrès. Elle n'a pas été confirmée par un congrès. Donc c'est le secrétaire général par intérim et qu'elle dirige le parti jusqu'à ce jour. Et lorsqu'on prend... Elle a été également aux élections. Elle a été aux élections en 2010 au nom de la CDPA. Mais le score aussi ne lui a pas permis c'était pas un score honorable, ça faisait même un score de 0, et quelques %. Et la même chose, elle était allée aux élections législatives de 2013 avec le même parti dans la coalition Arc-en-Ciel. Et là, ça n'a pas été aussi bénéfique avec elle. Et on a vu que c'est la déchéance de la CDPA, puisque quand on étudie la CDPA de Inevi et la CDPA dirigée actuellement par Madame Adjamagbo Johnson, il y a beaucoup de différences, quoi, parce que c'est la nuit et le jour. On a l'impression qu'avec Madame Adjamagbo, le parti ne veut pas s'affirmer et se donner lui-même ses responsabilités, préfère aller se caser sous un abri d'un autre parti qui est populaire pour se relancer. Or, quand on est dans un parti, c'est ça qui a expliqué même sa participation à la coalition Arc-en-Ciel. Et par après au CAP 2015, pour dire qu'elle appuie. Or, en principe, lorsque elle est au niveau du CAP 2015, on l'a nommée comme présidente du CAP 2015, en principe, c'était de la figuration qu'elle faisait, puisque toutes les décisions qui étaient prises au niveau du CAP 2015, c'était pas l'ensemble des partis. Non, c'est pas que on sait ce qui se passe, parce que l'ANC est ce qu'on appelle la cheville ouvrière, la locomotive qui tire le wagon. Ils sont 3 ou 4 partis, parce que moi je parle de 2 actuellement qui restent, parce que l'UDS Togo d'Antoine Follier est devenu inactif au sein du CAP 2015. Mais la dernière fois, lors de la conférence de presse qui a suivi la publication de leur mémorandum, le parti a revendiqué sa présence. Il a revendiqué. Est-ce que pendant la campagne électorale, vous avez vu l'UDS sur le terrain aux côtés de Jean-Pierre Fabre? C'est ça qu'il faut se poser. Parce que ceux-là qu'on voyait, c'était la CDPA et le PSR.
C'est tout, c'est cela qu'on voyait, mais le reste là on n'a pas vu Antoine Foley. Antoine Foley qui était même au niveau du CAP, devait accompagner le CAP, mais lui il est pris par d'autres activités au niveau de la fédération, ce qui dit qu'il est devenu un peu inactif là. Et CDPA, ça a continué avec la CDPA jusqu'à ce jour. On ne sait pas parce que, comme le dit souvent maître, le professeur Léopold Inevi, les accords ne lisent que leurs signataires. Donc aujourd'hui, il y a un accord qui est signé entre la CDPA et Jean-Pierre Fabre pour construire ce qu'on appelle le CAP 2015. Est-ce que par rapport à ça, elle va continuer par se défendre au niveau du CAP 2015 ou bien la CDPA va retrouver son autonomie pour mieux repenser la lutte comme elle a dit. Voilà, mais une question qui brûle les lèvres toutefois, est-ce que quelque part Brigitte Kafui-Adjamabo Johnson n'a pas hérité d'un cadeau empoisonné? Je m'explique, est-ce que Léopold Inevi n'a pas déjà plombé l'acte de naissance ou de crédibilité de la CDPA à travers sa participation au gouvernement? Non, là, c'est une question que les Togolais ne comprennent pas parce que ce n'est pas parce qu'on a participé au gouvernement que... Parce qu'il y a d'autres partis également qui ont suivi... C'est ça le problème, le CAR, l'UTD, ou bien la CPP, comme on le dit, ont suivi. Peut-être que c'est la mentalité du Togolais qui a fait que ces partis-là sont morts. Ces partis qu'on appelle partis traditionnels sont en train de disparaître sur le terrain politique parce que ils sont allés à un gouvernement d'union nationale. Or, c'est un accord. C'est l'accord politique global qui a demandé l'organisation, la formation du gouvernement d'union nationale, où tous les partis politiques signataires, les partis traditionnels, comme on l'a dit, devaient faire partie de ce gouvernement pour que tout ce qui a été prévu par l'APG soit mis en application. Mais ça n'a pas été le cas. Un parti a refusé de participer et c'est ce parti-là qui a mené des campagnes de dénigrement contre ceux-là qui ont participé. Et alors là, on parle de l'UFC qui a mené la campagne de dénigrement contre le cas, la CDPA, la CPP, le PDR, tous ceux qui ont signé l'APG et qui ont contribué, qui sont allés dans ce gouvernement-là. Il s'agit d'un gouvernement d'union nationale qui devait remettre à plat tout ce que nous connaissons comme mauvaise organisation, mauvaise gestion et remettre en selle la démocratie. Donc, du moment où l'UFC qui était sur le terrain et qui est connu comme un parti populaire est rentré dans la danse pour dire non, ceux-là qui sont partis là, ils sont partis à la mangeoire. Et ça fait que les autres partis, on les qualifie de traîtres et de vendus. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, quand l'UFC aussi est allé signer un accord avec le gouvernement, le RPT, pour aller dans un gouvernement, on le traite de traître. Donc, la CDPA Isabelle Amengavi n'a pas hérité d'un cadeau empoisonné. Excusez-moi, Brigitte Kafui-Adjamabo n'a pas hérité d'un parti. Elle était dans le parti quand l'autre est allé, le patron, au gouvernement. Il y a aussi le vice-secrétaire général à Doyom qui était aussi au gouvernement. Donc, tous étaient là, c'est par rapport à leur accord, à leur entente, puisqu'ils ne sont pas allés au gouvernement. Comme ça, le secrétaire général de la CDPA ne s'est pas levé de lui-même pour aller au gouvernement. Ni son agent. Il a été envoyé par le parti. Donc, c'est à l'issue peut-être d'une réunion qu'on a désigné ceux-là qui devaient représenter le parti au gouvernement d'union nationale. Donc, pour le moment, il n'a pas hérité d'un cadeau empoisonné. C'est les conséquences de cette décision ou bien les conséquences de la participation due au fait qu'un parti populaire les a dénigrés et la population, vous savez quand la population est là, quand vous allez serrer la main à un homme du parti au pouvoir, c'est que vous êtes un bandit ou que vous allez manger avec un parti et vous allez dans un gouvernement pour travailler, c'est que vous êtes un... Or, on n'a pas mis une différence entre le gouvernement d'union nationale recommandé par l'APG et un gouvernement normal dirigé après les élections.
Si tel que vous le dites si bien, Abbas, dites-nous si tel que vous le dites, c'était sur la base de l'APG. Qu'est-ce qui explique alors la signature d'un autre accord entre l'UFC et le RPT? Bon, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on a déjà tiré cela. Et après la signature de l'APG, le gouvernement d'union nationale qu'on a mis en place n'a pas pu travailler. Il y a le reliquat de la CDPRD, le reliquat de l'accord qui devait être mis en place. Ça n'a pas été fait. Maintenant que les partis traditionnels qui ont participé à ce gouvernement, qu'on appelle les participationnistes, qui sont allés à ce gouvernement et que rien n'a été fait, on n'a pas pu obtenir ce qu'on voulait. Il fallait qu'après les élections de 2010, faire de telle sorte que ça soit ancré. Et comme le parti là, qui est le seul parti principal, on dit l'opposant charismatique, qui n'a pas goûté à la chose, on a appelé à des discussions au niveau de Abuja. C'est le président, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, qui avait fait cette médiation, et l'Italie aussi qui a fait cette médiation, Saint-Egidio, pour dire, bon, du moment où le problème togolais se trouve être plus que familial entre les Nyasingbe et les Olympios, pourquoi ne pas amener les deux familles-là à s'entendre et à signer un accord? L'UFC de Gilles Christ Olympio allait signer cet accord-là, pour faire quoi que, au moins signant l'accord, les choses vont se baisser, la tension va baisser. Est-ce que réellement l'accord était destiné à réconcilier les deux familles, ou bien à mettre fin à une façon peut-être de se caser dans son rayon pour lutter en faveur du peuple? En fait, l'objectif de l'accord... Parce que l'accord, si vous permettez, a été signé pour le parti UFC, c'était Gilles Christ Olympio, et pour le RPT, c'était le ministre Essosoli Tokiso. Ça, c'est le RPT, c'est les deux partis qui ont signé. C'est le RPT. Donc, et l'UFC. Ce n'était pas pour rassembler les deux familles, mais en dessous, il y a ça. C'était l'idée. Il faut baisser la tension qu'il y a dans le pays. Et la tension, qu'est-ce qui a amené à la tension? C'était quand l'UFC sort. Il y a des problèmes depuis 1998, après les élections, que l'UFC conteste qu'il est le gagnant. C'est ça qui amène même la tension très qui monte à chaque fois, à chaque instant des élections. De Gilles Christ Olympio au lendemain du décès du feu général président. Oui. Et il avait même dit en 1998 qu'il devait mener une guérilla politique. Et il avait donné un ultimatum à fait le général Yadema que en 3 mois, il va le chasser du pouvoir. Et entre ces 3 mois-là, lorsque le délai devait arriver, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, Gnassingbé Yadema, avait fait sortir aussi les chars pour positionner. Donc, on lui demandait de passer par tous les moyens pour venir prendre le pouvoir. On va voir. Donc, tout ceci, là, cette tension-là régnait, puisque de tout temps, lorsque Gilles Christ voulait rencontrer Yadema, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Il y a eu des échecs jusqu'à la mort de Feu Yadema. Il est parti. Il fallait faire de telle sorte que les deux responsables des deux grands partis qui s'affrontent, et puisque cet affrontement a commencé depuis 1963, depuis la mort de Sylvanus Olympio, l'assassinat de Sylvanus Olympio, donc il fallait ramener. Ici, une famille accuse l'autre d'avoir tué son prochain. C'est pour ça que je dis que c'est en dessous, il y a quelque chose, anguille sous roche, ça c'est la réconciliation et comment faire pour baisser la tension, c'était des choses qu'on a mis auparavant. Donc c'est ça qui a amené l'UFC d'aller à ce gouvernement, mais cet accord, le même sort que les autres, qu'il réservait aux autres. Et cet accord aujourd'hui n'a rien donné. Il a été pire que ce que lui reprochait aux autres, parce qu'il n'a pas pu mettre en application le reliquat de l'APG, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, constitutionnelles, le vécu social et autres qui existaient dans les termes de l'accord. Donc aujourd'hui, vous avez vu que la CDPA, elle est là, on ne sait pas comment elle va faire pour revoir cette stratégie de lutte qu'elle va opter. Justement, on en parle puisqu'il s'agit de ce congrès-là. Repenser la lutte, ce thème, et quelle lecture vous en faites? Repenser la lutte pour relever mieux les défis.
Ouais, c'est revoir comment les nouvelles stratégies qu'il faut adopter pour atteindre l'objectif. Ça fait plus de 25 ans que l'opposition a toujours opté pour la même stratégie. Ça ne change jamais. On opte toujours pour la même chose. Et les Togolais disent, mais il faut changer au moins. Mais à chaque fois, c'est la même stratégie qu'on maintient. On dit, et cette stratégie-là, c'est dirigée contre telle personne, telle personne. Mais si ça continue comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'objectif de votre soit atteint? Ça fait un quart de siècle que les gens luttent. Ça ne donne rien. Et toujours, c'est les mêmes choses, le même son, le même tam-tam, la même chanson qu'on chante aux Togolais, qu'on nous a volé, que le régime a fait ceci, le régime a fait cela. Mais qu'est-ce que pendant 25 ans on fait et l'opposition fait pour amener le régime à ne pas la piétiner? Très bien. On vous a assez compris. Maintenant, aujourd'hui, la question de savoir si la CDPA seule peut repenser la lutte politique au Togo. Non, je ne pense pas que la CDPA seule peut repenser la lutte politique au Togo. Du moment où il y a cette question de leadership et d'ego qui caractérise l'opposition togolaise, quand vous prenez l'opposition togolaise, si un parti veut se mettre en avant, il y a d'autres partis qui sont derrière, qui coupent les racines, ne peut pas avancer. Parce que ici au Togo, si c'est pour repenser, il faut que ces partis-là restent ensemble. C'est ce que d'aucuns appellent les états généraux de l'opposition. Nous n'avons qu'à se faire une autocritique. Faire un diagnostic, relever tout ce qui a fait que depuis 25 ans, on continue par utiliser les mêmes tactiques, les mêmes stratégies pour dire qu'on combat le pouvoir. Or, ces tactiques-là se sont révélées archaïques. Et trouver des solutions, d'autres solutions, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours aller affronter le pouvoir ou bien aller composer avec le pouvoir, voir comment aussi ça se passe au sein du pouvoir et revenir, parce que dans d'autres pays, on a vu cela. Est-ce que ça peut marcher? C'est vrai, on voit ça dans d'autres pays, mais aujourd'hui, tel que vous l'avez dit, la participation de l'opposition aux différents gouvernements ne date pas d'aujourd'hui. Mais ceux qui vont au gouvernement, selon vous, qu'est-ce qu'ils rapportent au pays? Non, c'est ça, j'ai dit, que le problème qui se pose, c'est parce que on a mis dans la tête du Togolais que si un opposant va aller dans un gouvernement, c'est qu'il est vendu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur d'aller dans ce gouvernement. Ça qui empêche ceux qui vont dans le gouvernement, ceux qui osent, qui prennent leurs responsabilités pour y aller, de ne rien donner. Tel que le disent certains observateurs. Ils ne donnent rien comment? C'est-à-dire, on ne leur laisse pas... Ils soignent leur santé financière. Bon, c'est leur santé financière, mais le problème n'est pas là. Quand vous prenez Abdoulaye Wade, il a fait le gouvernement de Abdou Diouf. Vous prenez Macky Sall qui a aujourd'hui d'Abdoulaye Wade, il a vu ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, l'UFC a fait le pouvoir, il voit ce qui se passe là-bas. Il y a le CAR, la CDPA, le PDR, l'UFC, tous ont fait le parti, le gouvernement. Ils voient ce qui se passe là-bas. Donc s'il faut voir comment les choses se passent, la CDPA seule ne peut pas dire qu'elle va repenser la politique. Mais nous attendons de voir les recommandations qu'elle prendra le samedi prochain pour repenser la politique. Sinon, d'aucuns disent que la CDPA a fait des partis traditionnels, fait partie des partis traditionnels qui ne sont même plus à mesure de relancer la lutte et qu'il faut une autre émergence, qu'il faut une autre nouvelle classe politique pour donner ce que les Togolais veulent aux Togolais. Voilà, et nous avons notre second invité qui vient de faire donc son entrée, Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Bonjour. Bonjour mon frère, je dirais bonjour tout le monde. Voilà, nous étions en train de parler du congrès de la CDPA, surtout avec son thème « Repenser la lutte pour relever mieux les défis ». Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la CDPA peut repenser seule la lutte politique? La CDPA a déjà la réponse à cette question. Elle ne peut pas, elle, se repenser la lutte politique, puisque on se rend aujourd'hui compte que si on fait le bilan, la trajectoire que la lutte a prise a été erronée. Et la CDPA elle est tributaire de ce que je qualifierais un passif, de cette erreur que la lutte politique a connue
jusqu'ici. Ils étaient hier ceux qui, les instigateurs du slogan, comment vous l'appelez, c'est plutôt le cadre qui disait ça. Et comment vous l'appelez, il faut si nous sceller, il faut qu'on chasse les hommes du Nord, il faut qu'on chasse l'ancien ordre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas la formule qu'il fallait adopter. Et ils ont contribué à ce que cette formule soit entretenue durant plus de 2 décennies. Et sinon, ça m'étonne qu'aujourd'hui, Mme Adjamagbo fasse, comment vous l'appelez, aille rejoindre l'ANC, qui est aujourd'hui le symbole du tribalisme, le symbole de la division entre les Togolais. Je ne comprends pas que cette dame, avec bardé de tous ses diplômes, joue ce jeu-là. Ça montre que c'est des gens qui sont usés, ils n'ont plus rien à proposer, sinon que sauver leurs dernières années. Comment vous l'appelez, solder tout ce qu'ils ont investi en politique, et pour rentabiliser plutôt ce qu'ils ont investi en politique jusqu'ici. Sinon que moi je vois très mal le parti là. Et il faut se demander, même la CDP a encore combien de membres aujourd'hui. C'est voilà un parti qui... on a vu quand même lors des campagnes de CAP 2015, on a vu quand même leur couleur. Non mais attendez, vous savez les campagnes, c'est des occasions d'émulation, c'est des occasions de curiosité. Donc on peut pas s'adosser sur la foule qu'on voit lors des campagnes pour jauger la cote de popularité de quelqu'un, pour jauger sa représentativité. La représentativité, chaque fois l'occasion a été donnée à la CDP n'a jamais su en plus de 20 ans de vie rentrer ne serait-ce qu'au Parlement. La CDP n'a jamais eu d'élu. Donc voilà, c'est en fait le bilan de ce parti ne peut pas s'illustrer mieux que cela. Ça veut dire, est-ce que le langage qu'il tenait, la posture, toutes les postures qu'ils ont prises sur les différents sujets, qui étaient la une du débat politique, etc., est-ce que les Togolais se sont retrouvés en cela? Si les Togolais se sont retrouvés en cela, ils auraient été au moins présents au Parlement, ils auraient été élus au moins une fois, ils auraient même réussi à être même, comment vous l'appelez, porté candidat unique. La CDP n'a jamais eu cela, donc je crois qu'il faut avoir la grandeur, c'est une grandeur d'âme, c'est une grandeur, il faut avoir la grandeur, dans la grandeur d'esprit de reconnaître qu'on a été en erreur durant un bout de temps et avoir également le courage. Il faut que cette grandeur vous amène à avoir le courage de passer le témoin, de céder la place à l'évidence. Céder la place à l'évidence, mais aujourd'hui, la CDPA soutient, avant de retrouver Abba Jorek avec Joël, la CDPA soutient que le pouvoir politique au Togo n'a jamais été mis en jeu. Est-ce réel? Non, mais tu sais, je crois qu'il faut amener celui qui détient le pouvoir politique à mettre le pouvoir politique en jeu. Il faudra l'amener, c'est-à-dire que la politique n'est pas un processus linéaire, c'est pas un processus rigide. C'est un processus mouvant, comme le disait avant que je l'entre sur le plateau, comme le disait Abbas. Mais attendez, Dominique Strauss-Kahn a été envoyé à la tête du FMI par qui? Pas un président républicain. Quoi qu'il soit socialiste, Strauss-Kahn aussi pouvait refuser. Il n'était pas moins politique, il n'était pas moins sur la scène politique que comment vous l'appelez, quand Sarkozy l'a envoyé là. Et Kouchner rentrait dans un gouvernement républicain. Sans oublier que DSK a été par après descendu. Oui, il était par après descendu. Justement, c'est la preuve que la politique, c'est un processus mouvant. C'est-à-dire que ça peut te faire monter comme ça peut te faire chuter. Tu peux faire le pacte demain avec le diable, comme demain tu peux revenir cracher ça. Et ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend des objectifs que tu poursuis, de ce que tu veux. Donc aujourd'hui, au Togo, mais on a toujours adopté une posture classique, rigide, où tout ce qui s'approche du pouvoir, il faut le diaboliser, parce que c'est pas moi. Et si moi, demain, je m'approche du pouvoir, il faut que les gens essaient de comprendre, etc. L'UFC l'a fait. Quand l'UFC diabolisait hier les gens, quand il a trouvé que non, le grand appel que Edem Kodjo avait lancé au début des années 90, le grand pardon auquel Edem Kodjo avait invité les années 90, quand l'UFC, après 20 ans, a compris ce grand pardon-là, a voulu s'exécuter dans le sens de ce grand pardon, il a été
l'UFC a été lynché avec les mêmes armes qu'il utilisait hier pour lyncher les gens. Donc, quand c'est comme ça, attendez, comment peut-on dire que le pouvoir politique a été mis en jeu? Le pouvoir politique devrait être mis en jeu quand déjà au début, dans les années 90, l'opposition peut dire non, on peut composer avec ces gens-là s'il le faut, dans l'intérêt de tout le monde, et comprenez également qu'on puisse rompre cette entente-là quand ça n'arrange pas. Tout a été même faussé depuis la conférence nationale souveraine, quand on a érigé certains Togolais comme le diable. Quand tu viens du Nord, quand tu t'appelles un certain Abbas hier, bon après c'est vrai qu'après les teams ont été pris comme milieu avec Djobo Boukari. Sinon, au-delà de Sokoré, tu es le diable. On confondait même les Mouba avec les Kabiens. Déjà que tu viens tu viens du Nord, vous êtes tous les Kabiens et on ne peut pas vous accepter. Mais c'est ce qui nous a été servi à la conférence nationale souveraine. Tous ceux qui sont proches d'un débat, ils sont mauvais. Or, ces gens-là, on pouvait composer avec ces gens-là pour obtenir le minimum qu'on veut. Pour que vraiment des élections qu'on a connues en 93, en 98 et autres là, soient vraiment des enjeux où le pouvoir se sent vraiment menacé. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc, attendez, il faut dire que les acteurs n'ont pas du tout contribué à ce que le pouvoir politique soit mis en jeu. Voilà, le pouvoir politique n'a jamais été mis en jeu. Et plus loin, le parti soutient que c'est un pouvoir qui est gardé dans les casernes avec des chars. Et ça n'a jamais été mis en jeu. Donc, ce qui expliquerait donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui aventure stérile de l'opposition. Bon, est-ce qu'il n'y a pas eu d'élection dans ce pays? Combien de fois on n'a pas organisé les élections dans ce pays? Depuis la démocratisation, on a eu les élections présidentielles, le pouvoir a été mis en jeu en 93. En 94, il y a l'opposition qui a gagné aussi les législatives, ce qui veut dire que le pouvoir était mis en jeu. Et à partir de là, l'opposition devait s'organiser pour qu'en 98, le pouvoir ne soit pas resté dans les casernes ou bien entre une famille. Le pouvoir, les élections sont ce qu'on appelle, on met le pouvoir en jeu. Et ça a été fait. Si c'est qu'on n'organisait pas ces élections-là. Mais il appartient à l'opposition de s'organiser aussi pour que l'élection comme le pouvoir, qui est l'élection qu'on organise, que l'opposition la gagne honnêtement aussi. Mais du moment où les gens sont là, quand vous êtes ensemble, ils sont ensemble, ils vous disent qu'ils sont ensemble alors qu'ils ne le sont pas dans le cœur. Ils sont là à se mettre des coups des pots de banane, à se glisser des pots de banane, et vous dites que le pouvoir n'a jamais été mis en jeu. En 91, quand Kofigo était au pouvoir et était Premier ministre, il avait tous les pouvoirs du monde. Et Adema était devenu l'arroseur des chrysanthèmes. Mais Kofigo lui a retiré, la conférence nationale lui a donné tous les pouvoirs possibles. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? C'est l'opposition même qui a contribué à ce que le général Yadé, ou bien le RPT revient sur scène. Et en 93, on a dit, on pouvait même avoir le pouvoir en ce moment, mais comme Kofigo voulait aller, on dit que pourquoi lui veut aller? On a monté l'âge du présidentiable à 45 ans. Et pendant ce Kofigo n'avait pas encore 45, il avait seulement 43 ans. 44 ans. Donc, on a monté, parce que c'est Kofigo, puisque lui aussi dit qu'il ne peut pas faire le lit et quelqu'un d'autre va venir s'y coucher. Mais il y avait également à l'époque un autre accord qui stipulait que le Premier ministre de la transition ne devait pas être candidat. C'est là même le problème. C'est-à-dire qu'il fallait que l'opposition s'aligne derrière le Premier ministre là. Lui faire comprendre qu'il y a les tests qui sont là. Finalement, c'est l'opposition qui a poussé Kofigo dans la gueule du pouvoir. Et le pouvoir a repris Kofigo. Cette situation a continué ainsi. On met, et lorsqu'il fallait aller aux élections de 93, le pouvoir était aussi mis en jeu. Il y avait le Code 2 qui avait désigné son candidat à Cotonou. C'était Eden Kodjo. À la dernière minute, Eden Kodjo s'est désisté. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Et Adema est passé sans problème. Les gens ont dit qu'il aurait été soudoyé un peu. Non, c'est ça, il dit, l'erreur provient de qui? En tout cas. Pourquoi on nous dit que le pouvoir n'a jamais été mis en jeu? Que le pouvoir se trouve dans les casernes
et entre les mains d'une famille. Qu'est-ce qu'ils font pour arracher ce pouvoir-là des casernes? Les casernes, c'est un truc républicain. C'est pour la République togolaise. Les casernes n'appartiennent pas à une famille. Les casernes sont les militaires où on dit que le pouvoir se trouve. Ils sont payés par l'argent du contribuable togolais. Et on ne peut pas nous dire que le pouvoir est confisqué par les casernes. Qu'est-ce que l'opposition elle-même a fait depuis là pour ramener les gens à la raison? Du moment où, quand vous voyez l'opposition, il y a une certaine partie de l'opposition qui se permet de dire que quand nous allons prendre le pouvoir, on va renvoyer ces militaires-là, on va reformer ou bien les renvoyer dans les champs, aller cultiver et autres. Quand vous prenez quelqu'un qui travaille et vous lui dites qu'il ne va plus faire ce travail-là, ça ne se fait pas mal à entendre. C'est eux-mêmes qui ont contribué à ce que le pouvoir soit raffermi dans les casernes. Donc, on ne peut pas nous dire que le pouvoir n'est pas mis. Non, c'est justement sur cet angle-là que je voudrais rebondir. Parce que si la CDP a dit que le pouvoir n'a jamais été remis en jeu, c'est pas que la CDP ne sait pas qu'il y a eu des élections, que les élections, c'est ce qu'il y a de plus légal pour remettre le pouvoir en jeu. Mais c'est qu'ils trouvent que derrière ces élections, les élections étaient déjà perdues d'avance. Et pourquoi les élections étaient déjà perdues d'avance? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait? Mais attendez, quand, comment vous l'appelez, ce parti-là accepte s'aligner derrière un parti qui, sachant très bien que le pouvoir s'est accrédité sur l'armée, ce parti-là qu'on a porté à qui on a donné l'onction populaire, ce parti n'a eu pour seul programme de campagne que la réforme de l'armée. C'est-à-dire chaque fois que l'UFC venait, c'est pour dire une fois qu'on va prendre le pouvoir, on va réorganiser l'armée. Ce que feu père de Dirkis Olympio disait et qui a mené au coup d'État de 1963. Mais quand c'est comme ça, sachez que, quelle que soit l'issue des élections, vous n'avez quand même pas les moyens de garantir votre victoire. Sachez que vous allez déjà à ces élections perdues d'avance parce que il y a un autre enjeu quelque part derrière ces élections-là qui fera que ceux qui soutiennent le pouvoir ne vont jamais vous laisser venir s'asseoir sur ce fauteuil-là. Donc s'ils disent que le pouvoir politique n'a jamais été remis en jeu, quelle garantie vous avez donnée à ceux-là qui détiennent le pouvoir pour que, bon, si demain vous arrivez, que leurs intérêts soient garantis, qu'ils soient respectés comme Togolais, comment vous l'appelez, au même titre que ceux Togolais qui sont dans l'opposition, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais ils n'ont jamais rien fait pour que vraiment, comme ils le disent, le pouvoir politique soit vraiment mis en jeu. Mais moi, je me rappelle, comment vous l'appelez, en 98, qu'est-ce qui a amené au scénario Awanana, au scénario Memen Awanana. Et oui, mais c'est parce que Kélikiste, on s'est dit, attendez, Yadema a été vraiment battu, c'est vrai. Mais celui-là, si Kélikiste, on lui remettait le pouvoir, qu'est-ce qu'il a comme programme? Ça ne rassure pas. Il fallait laisser arriver, voir le programme. Non, mais attendez, il fallait. Parce que nous sommes dans une république. Non, mais attendez, on va pas mettre la République en péril. Hein? La démocratie ne viendra quand même pas mettre la République en péril. La voix du peuple est souveraine. La voix du peuple est souveraine. Est-ce que c'est le peuple qui assure sa propre sécurité? Non, mais c'est le peuple qui décide de qui doit le diriger. C'est le peuple qui décide de qui doit le diriger. Mais attendez, si le dirigeant, attendez, vous avez vu le scénario rwandais? Là où ça a mené, le scénario rwandais, le scénario burundais. Mais c'est toujours au lendemain des élections. Mais on se rend compte que malgré qu'on ne passe pas les élections sont crédibles, etc. Mais quelques mois après, on sort des haches, des coupe-coupe. Et c'est le scénario a été répété une fois. Le summum a été comment vous l'appelez, l'attentat d'avril 1994 Abiyarimana et puis Melchior Ndadaye. Et Melchior Ndadaye, d'ailleurs, ils sont revenus, il a été carrément dépiécé. Pourtant, ce pays-là a connu des élections. Ça veut dire que ces présidents-là sont toujours des présidents élus. Ces présidents étaient toujours élus. Donc, il faut voir aussi, je ne sais comment dire, il faut prendre des mesures pour que l'issue des élections, c'est-à-dire le candidat élu, rassemble vraiment. Vous voyez le cas de la Guinée. Tout le monde sait que l'ancien, comment vous l'appelez, Alpha Condé qui était à 18% au sorti du premier tour, l'autre était à 40 et quelques %. Comment vous comprenez que Alpha Condé qui remporte la victoire? Après, c'est à l'issue d'une élection, là on peut comprendre. Non, mais justement, attendez,
Vous croyez que c'est Alpha Condé qui a vraiment gagné? Tu es sûr que c'est Alpha Condé qui a vraiment gagné? Mais l'autre qui est le plus majoritaire en Guinée. Ça Attendez, non, attendez, non, attendez, comment il s'en est sorti avec 44% au premier tour, pendant que l'autre avait 18%, quelque chose comme ça. Mais attendez, mais si c'est parce que pour l'avenir de la Guinée qui représente le château d'eau de l'Afrique, hein, avec tous les minerais, la Guinée au moins, je crois ils ont seulement 3-4 minerais de différents, de moins que la RDC qui est premier sur le continent. Et c'est pour sauvegarder tout cela, on dit oh non, ce serait mieux plutôt de laisser Alpha Condé. Alpha Condé est un président, excusez-moi, comme notre ami ivoirien, c'est un président nommé. Très bien. Qui ne le sait pas. On va revenir sur ce débat plus tard. On a encore juste quelques petites minutes à passer dans cette émission. On va se prononcer sur la situation qui prévaut également par rapport au fichier électoral au Ghana où le NPP, le parti de l'ex-président, pointe du doigt le Togo, comme quoi 76 286 électeurs togolais se seraient fait inscrits sur le fichier électoral au Ghana, sur 10% seulement d'études du fichier. Alors Abbas, aujourd'hui, cette situation, comment vous l'analysez? Non, ils n'ont pas parlé seulement du Togo, c'est parce que ils ont parlé de la Côte d'Ivoire, ils ont parlé du Burkina, donc ces pays qui sont frontaliers au Ghana. Sauf qu'au Togo, il y a un cas d'espèce, ils ont comparé le fichier électoral ghanéen au fichier électoral togolais et ils y ont trouvé 76 286. Oui, ça c'est ce qu'ils ont, l'étude qu'ils ont fini de faire. Ils ont fini de faire pour le Togo, il reste pour la Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de faire. Vous savez, le Togo, il y a le Togo britannique qui s'étend jusqu'à Soga-Kopé. Quand vous arrivez là-bas, vous allez vous croire que vous êtes au Togo, puisque c'est les V qu'on parle là-bas. Et très souvent, il y a des fêtes qui rassemblent les EV du Togo. Les gens viennent du Ghana, ils font ça ensemble. Les gains qui vont prendre la paix de la prépayée. Le ministre ghanéen de l'Intérieur a dit que depuis 16 ans, il n'y a pas eu de naturalisation de Togolais. Et que le NPP est en train de confondre les Togolais qui ont la double nationalité aux Togolais qui sont des étrangers. Ceux qui ont la double nationalité ont le droit de voter dans les deux pays. Dans les deux pays. Ils n'ont pas dit dans les deux pays de voter. La Constitution, leur Constitution leur donne le droit de voter comme ça se doit. Ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ont voté ici et qui se retrouvent dans la même pochette là-bas au Ghana, c'est que il y a un petit problème là-bas parce qu'il appartient aux gens de faire un choix. Ou soit je vote pour le Togo ou je vote aussi au Ghana. Mais du moment où ils ont voté ici, peut-être que la pratique était là depuis. Puisque même dans la constitution togolaise, ceux qui ont la double nationalité peuvent voter. Ils votent, ils ont le droit de vote. Et du côté du Ghana, c'est la même chose. Et c'est ça qui s'est passé. C'est aujourd'hui qu'ils sont réveillés. Et NPP s'est réveillé. NPP était au pouvoir. Il a gagné les élections aussi. C'est par rapport à ce fichier électoral. Il a eu des voix là-bas. Par rapport à ce fichier électoral. Oui, par rapport à ce fichier électoral, il a des voix. Maintenant, quand ils ont découvert ça, est-ce que c'est pour voter contre NPP ou bien pour NPP ou bien pour NDC? C'est la grande question. Donc, c'est maintenant qu'ils sont réveillés. Ils ont fait un travail qui est remarquable, mais le problème, c'est de passer à la sensibilisation comme l'association AM, l'ONG AM est en train de le faire. Il faut aller dire aux Togolais qui ont la double nationalité, que soit vous choisissez entre le Togo et le Ghana, vous votez. Mais si vous votez ici, vous avez déjà vos noms dans ce fichier et vous allez là-bas, ça va faire des problèmes. Donc c'est la sensibilisation là qu'il faut mener, pour faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas voter d'un pays à l'autre comme ça. Mais Joël, dites-nous, est-ce que finalement le NPP n'est pas en train d'utiliser une politique qui lui était favorable pour aujourd'hui chercher à déstabiliser l'adversaire au pouvoir? Oui, la politique lui était favorable parce qu'il n'avait rien trouvé à dire sur l'article de la Constitution ghanéenne qui autorisait, même quand tu as la double nationalité de voter. Non, c'est que c'est de leur droit, il faut le comprendre parce que la politique est un rapport de force, il faut tous les hommes sont bons pour arriver à ses fins. Excusez-moi, déjà que le NPP
depuis le temps de Ronlis jusqu'ici, l'MPP fait la même constat qu'il n'arrive pas à percer le Volta Region. Les 76 600 Togolais dont on parle sont du Volta Region. Seulement sur 10% du fichier électoral. Effectivement, c'est seulement sur 10% du fichier électoral. Ils savent qu'ils n'arrivent pas à percer. Donc s'ils peuvent déjà faire perdre ces voix-là au NDC, ils vont s'attaquer ailleurs également pour leur faire perdre des voix de gauche à droite. Mais je crois que le parti aurait dû plutôt s'attaquer à cet article de la Constitution ghanéenne pour dire non, quand tu as la double nationalité, tu ne peux voter une fois, il faut avoir qu'une seule nationalité. Mais là, ils vont poser un sérieux problème parce que c'est d'abord un problème culturel. C'est d'abord un problème culturel. C'est-à-dire que je ne vois pas... Également traditionnel. Effectivement. C'est-à-dire que je ne vois pas de quel droit, moi, mon frère qui est de l'autre côté, parce que quand vous allez à la frontière, il y a des maisons qui s'étendent bien sur la frontière. Moi, je connais un village à Batoumé. Vous connaissez Batoumé? Oui, je connais Batoumé. Dans la frontière, vous avez Batoumé Togo, Batoumé Ghana. Les deux Batoumé ont un seul chef traditionnel qui est de nationalité togolaise. Justement. Et puis ça a un enjeu de survie parce que le gars, s'il trouve que bon, s'il a le papier ghanéen, il peut faire ses affaires là-bas. Mais ici, s'il a aussi le fait qu'il a sa maison ici, il a aussi droit au papier togolais. Autre là. Mais attends, il risque de créer un problème qui va faire imploser. Déjà que les gens de la Volta Region ont toujours effectivement de réclamer leur autonomie parce que la Volta Region c'est le château du Ghana. Donc il risque là de toucher un problème, de toucher un essaim d'abeilles qui va s'ouvrir et créer d'autres problèmes au-delà des problèmes électoraux, d'autres problèmes au Ghana. Donc je crois qu'il faudra gérer ce problème avec beaucoup de tact. Avec beaucoup de tact. Et que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une contagion. Ils ont aussi besoin de réformes. Ils ont besoin que la prostitution soit retouchée pour que le problème soit résolu. Ils n'ont pas pu le faire à temps. Sauf que cette réforme semble ne pas régler cette situation telle qu'on est. Mais on ne peut pas le faire parce que même en France, ceux qui ont la double nationalité votent en France. Au Togo, ils votent. C'est comme partout ailleurs dans le monde entier. Ceux qui sont aux États-Unis, ils votent, ils ont la double nationalité. Oui. Donc il n'y a pas une question de dire qu'on va revoir la Constitution, enlever ceux qui ont la double nationalité. C'est quand tu as double nationalité que tu ne peux pas accéder à la magistrature suprême. Oui, non, je crois que la MPP sait très bien que il ne peut pas poser le problème à ce niveau constitutionnel, mais il préfère plutôt créer des commérages. C'est des polémiques. Créer la polémique en bas et pour voir si effectivement on peut faire un test. Sinon, que moi je me dis 76 600 électeurs. Non, c'est seulement sur 10%. Si on fait peut-être x10 sur le niveau, ça fait au-delà de 700. Nous qui sommes ici, nous avons nos parents au Ghana. Ils sont là à Accra. Sur 14 millions d'électeurs que le Ghana a, c'est pratiquement rien. Quelque chose, hein? Bien, vous avez compris, nous avons un peu débordé. Merci donc à nos invités, à Abbas Issaka, merci. Merci à Joël. Merci mon frère. Merci également. Une fois que je présente mes excuses pour le retard, non, je pas surtout la disponibilité, ça nous rassure. C'est ça l'important. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retenez que dans cette vie, si vous faites le mal, vous le faites pour vous. Si vous faites le bien, c'est également pour vous que vous le faites. Mais si vous faites le bien qui est préférable, vous vous garantissez de meilleurs jours. Adieu sur la terre. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.